Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Aujourd'hui, une petite capsule pour apporter des précisions sur ce qu'est une relation toxique. Ça, on en a déjà parlé, mais pas mal de personnes se disent, voilà, j'ai identifié que la personne avec qui je vivais était abusive, que la relation dans laquelle j'étais était toxique, avec un certain nombre de critères qui sont remplis. Et beaucoup de gens se demandent, mais alors mon conjoint, mon partenaire ou ma partenaire au féminin, de quoi souffre-t-il ou souffre-t-elle et comment s'y reconnaître dans les différentes classifications. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de narcissique, de pervers narcissique, on commence à parler de contrôlant et on parle un petit peu aussi d'évitant. Alors j'ai décidé aujourd'hui, pour vous aider à y voir clair et pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint, comprendre un peu mieux en tous les cas, parce que vous allez voir que c'est quand même extrêmement difficile de tout capter. C'est un peu comme un labyrinthe avec des choses trappes, avec des moments d'éclaircie, avec des moments où on va trouver la sortie, mais est-ce qu'on va trouver le fin mot de l'histoire? Ça reste à voir. Alors, il y a une différence importante entre ces quatre catégories. Mais ces quatre catégories, narcissique, pervers narcissique, évitant ou contrôlant, recourent tous d'une façon ou d'une autre à des degrés différents à la manipulation mentale. Ce sont tous des gens qui ne disent pas clairement qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qui vous conduit souvent à douter de vous et à ne pas comprendre. C'est un peu l'impression d'être dans des sables mouvants, de marcher sur des œufs. C'est une des expressions que l'on peut souvent employer dans ces relations. Alors, déjà, la différence entre narcissique et pervers narcissique. Les deux recourent à la manipulation, les deux vous considèrent comme un objet, les deux n'ont pas de considération pour qui vous êtes profondément, pour vos désirs, pour vos besoins. Les deux sont restés coincés à des stades de développement psychique très très précoces, pas tout à fait au même moment. Le pervers narcissique, pour faire court, c'est à la base un tout petit enfant qui n'a jamais accédé réellement, psychiquement, à la notion de séparation. Pour faire court et relativement simple, quand on est un tout petit bébé, quand on vient de naître, souvent on ne fait qu'un avec sa mère, avec la personne nourricière. Le petit enfant, au départ, il a l'impression que ça forme un monde entier, qu'en fait, lui et sa maman sont confondus. Il est le monde tout entier. Ça lui donne un immense sentiment de toute puissance. C'est une toute puissance qui est tout à fait normale à ce moment-là. Et progressivement, le fait d'attendre le biberon, le fait d'avoir des frustrations, le fait d'entendre qu'on dit son nom, qu'on le distingue de l'autre, ça va l'aider, quand ça se passe bien, à se séparer psychiquement de l'autre et à comprendre que lui est bien lui et que sa maman est une personne distincte, sa maman ou la personne qui s'occupe de lui. Le souci, c'est quand ça ne se passe pas bien, l'enfant va acquérir cette notion intellectuelle qu'il est séparé de l'autre, mais psychiquement, il ne va jamais renoncer à cette toute-puissance. Et c'est ce que vous vivez si vous êtes avec une personne perverse narcissique. Cette personne ne va jamais vous donner le droit à l'existence. Elle pourrait dire, en résumé de la relation, nous ne faisons qu'un, moi et moi. Et vous, vous êtes censé porter toutes les parts d'elle dont elle ne veut pas. En fait, cette pathologie, on parle souvent de psychose blanche, même s'il n'y a pas de symptômes tels que le délire la plupart du temps, c'est quand même un état très grave, et je le précise, un état qui n'est pas curable, dont on ne peut pas se sortir. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique a une construction psychique très fragile et que la moindre remise en cause le met dans un état second, risque de le faire décompenser, risque de le faire basculer vers le délire. Et souvent, c'est une personne qui, pour faire face à ces failles très profondes, s'appuie sur l'autre, un peu comme si l'autre était sa poubelle psychique, ce qui lui évite toute remise en cause. Donc, on ne trouvera jamais de pervers ou de perverse narcissique dans le cabinet d'un thérapeute. Il y a une exclusion, c'est s'il veut vous reconquérir et il vous fait croire
qu'il va travailler sur lui, mais ça ne dure pas bien longtemps et si le thérapeute en face de lui est plutôt réfléchi et a percé son jeu, bien sûr qu'il ne reviendra pas. Alors, ce pervers narcissique, en fait, il fait l'économie de la souffrance psychique en projetant sur l'autre tout ce qui ne va pas chez lui, et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, donc sa méchanceté, son égocentrisme forcené, c'est à vous qui va les faire porter. C'est-à-dire qu'il va vous accuser de tout ça, alors que bien sûr, ça n'est pas le cas. Ça, c'est la perversion narcissique. Si l'enfant accède à ce stade de séparation, réussit cette séparation psychique, et du coup accepte quelque part une atteinte à sa toute-puissance, mais qu'en revanche, il n'arrive pas à accéder à une image de lui suffisamment bonne, suffisamment stable pour avoir une idée de son identité, il va être ce qu'on appelle quelqu'un de narcissique. Quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui utilise l'autre uniquement comme un miroir. C'est-à-dire que cette personne, elle ne vous considère pas comme un être humain. Vous êtes un meuble parmi les meubles et un meuble qui doit être un miroir valorisant. Ça vous explique pourquoi, si vous vivez avec une personne narcissique, il n'y en a que pour elle. Si vous brillez, c'est toujours à son détriment. Vous n'avez qu'une fonction unique, la refléter et la valoriser. Et peut-être que vous avez du coup été confronté à la rage narcissique parce que si cette personne n'a pas sa nourriture de reconnaissance, elle va piquer des crises extrêmes, même pour des prétextes extrêmement futiles. Alors entre le pervers narcissique et le narcissique, le degré de dangerosité n'est pas tout à fait le même. Le pervers narcissique, lui, il vise la destruction de sa victime, la destruction psychique, l'anéantissement. Parce qu'il est totalement creux, totalement vide à l'intérieur, il va s'attaquer à une victime plutôt riche, avec des désirs, avec une personnalité, avec une sensibilité. C'est des choses qu'il va admirer beaucoup au début, et puis après, il va se rendre compte que lui ne peut pas accéder à toutes ces choses-là, et il va vouloir les détruire chez l'autre, et ce faisant, détruire cette personne aussi. Le narcissique, lui, ne voudra pas vous détruire, vous êtes un faire-valoir. En revanche, votre ego, votre estime de vous, si nécessaire, vont être écrasés dans le processus et vous allez vous retrouver avec une confiance en vous altérée, avec une moindre envie de faire des projets et surtout, il n'y aura jamais de place réellement pour vous dans cette relation. Maintenant, on va parler d'une autre catégorie de personnes qui peuvent être toxiques. Donc, ce sont les personnes évitantes dans le couple. Alors là, on n'est pas du tout dans le même degré. Les évitants ne sont pas des gens qui veulent du tout votre destruction. Ce sont juste des gens qui ne vont pas être sincères profondément avec leurs intentions de départ dans le couple. Ce sont des gens qui ont une difficulté avec leur système d'attachement. Ils n'arrivent pas à s'engager réellement, à faire de la place réelle pour l'autre dans la relation. En fait, dans la relation qui va souvent commencer de façon extrêmement étincelante et vraiment chouette, souvent c'est même l'évitant qui va vous courtiser. Et puis en fait, une fois que sa flamme est satisfaite, une fois que vous êtes attaché, et souvent l'évitant va choisir des gens qui souffrent d'anxiété affective parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Notre évitant ou notre évitante, une fois qu'il est satisfait, il va chercher à se détacher. Il va chercher à maintenir toujours dans la relation une distance pour pouvoir respirer. Alors d'où vient ce trouble qui est beaucoup moins grave bien sûr que la perversion narcissique ou le fait d'être narcissique. Être évitant, ça peut évoluer, on peut travailler sur soi. Les évitants recourent des fois à la manipulation, mais ce n'est pas une règle absolue. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est dans la relation d'être peu sécurisant, de plutôt penser à leurs besoins affectifs à eux. Et une fois que leurs besoins sont satisfaits, malheureusement, ils ont moins d'attention pour les besoins de l'autre. Et ça, bien évidemment, ça pose des problèmes dans la relation. Les évitants ont un taux de rupture conjugale bien plus élevé que les autres styles d'attachement. Et ils ont un taux d'infidélité aussi bien plus important, un taux de satisfaction conjugale très bas quand on vit avec eux. En revanche,
par rapport à d'autres types de relations. Si la personne évitante en a conscience, elle peut bien sûr évoluer et devenir parfaitement sécure. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le dernier élément que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les personnalités contrôlantes. Alors, ce sont plutôt des hommes que des femmes, c'est plutôt masculin. Pour résumer, le contrôlant, c'est quelqu'un qui utilise la manipulation aussi. Ça, c'est un point commun avec les autres catégories. C'est une personne qui a besoin de soumettre son conjoint, qui a besoin de se sentir fort dans la relation. Et pour cela, il va écraser l'autre. Alors souvent, comme dans toutes les relations toxiques, ça c'est quelque chose vraiment à retenir, c'est un amour qui débute très fort, très vite, qui est très passionnel, avec beaucoup de dépendance affective de part et d'autre. Et la personnalité contrôlante va très rapidement soumettre l'autre à un chaud et froid et va utiliser la colère pour intimider son conjoint, son partenaire, de façon à le contrôler. L'idée, c'est que pour cette personne qui a subi des carences narcissiques importantes dans son enfance, qui s'est sans doute sentie dévalorisée, bafouée, qui a eu des difficultés, cette personne a décidé que plus jamais ça ne lui arriverait et que du coup, il allait prendre le pouvoir sur l'autre. Dans la mentalité du contrôlant, en fait, si vous avez une vraie indépendance, une vraie autonomie, si votre voix est entendue, vos désirs respectés, lui, il perd. Il a l'impression de devenir votre esclave. Il ne comprend pas, ou il ne veut pas comprendre, la notion de réciprocité, d'égalité. Et ça peut être extrêmement frustrant et douloureux pour son conjoint qui va s'efforcer de se faire entendre en vain, parce que malheureusement, s'il n'obtient pas satisfaction le contrôlant, il va monter crescendo et ça peut aller jusqu'à des violences psychologiques importantes, voire même physiques. Le contrôlant, contrairement au narcissique et au pervers narcissique, peut évoluer. Alors c'est souvent très long, très délicat. Il peut évoluer en travaillant sur lui s'il a conscience de son état, s'il veut sauver son couple. Et ça exige de l'autre côté du conjoint d'apprendre à ne plus avoir peur, à savoir dire non, à s'affirmer et à être capable de quitter le conjoint contrôlant s'il ne fait pas de progrès. Voilà, vous en savez plus sur les relations toxiques, sur les différences entre les 4 styles de toxicité, sachant que certains sont vraiment graves, d'autres beaucoup moins. Les évitants, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment grave, même si ça peut faire souffrir. Et les perspectives d'évolution, bien sûr, des 4 catégories ne sont absolument pas les mêmes. En tous les cas, n'oubliez pas, vous avez le droit d'être heureuse, heureux. Et il y a des gens dans ce vaste monde qui sont équilibrés et qui peuvent vous faire vivre d'autres relations bien plus satisfaisantes. Souvent, malheureusement, espérer changer son conjoint, c'est quelque chose de vain. Rappelez-vous, en PNL, on dit souvent on ne peut changer que soi, on ne peut pas changer l'autre. Et c'est un peu comme de mettre de l'eau dans un tonneau percé. C'est souvent des années d'efforts avec des résultats très maigres. Posez-vous la question, combien de temps est-ce que j'ai déjà perdu? Quelles sont les conséquences pour moi, pour mes enfants, pour mes projets de vie? Est-ce que je suis loin de trouver ma mission de vie? Est-ce que je me réalise grâce à cette relation? Ou est-ce que finalement, ce que je devrais avoir à la base m'est refusé et je suis obligée de ramer pour obtenir un minimum de respect, un minimum de considération, la prise en compte vraiment médiocre de mes désirs, et auquel cas, peut-être que ça ne vaut pas le coup, et peut-être qu'il est préférable de s'occuper de soi d'abord, de guérir, de se sentir mieux, et de voguer vers d'autres rivages bien plus accueillants. Voilà cette petite capsule pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent 1er mai, puisque c'est le 1er mai. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Thérapsie Capsule et à liker cette vidéo. À très bientôt.